Vous voyez Il tous. s'appelle Hormozy ou c'est quoi le délire là? Ouais, c'est carrément inspiré d'Hormozy. Hormozy, juste petite parenthèse pour ceux qui savent pas, ben, surtout Pauline, je pense, parce que j'en ai tellement parlé à vous autres. Ben, il est trop fort, allez l'écouter. Et il dit la même chose, donc au final, au bout d'un mois, vous avez sa mentalité. Moi, j'ai plus besoin de le regarder là, à chaque fois que j'entends, c'est des répétitions. Mais du coup, mon webinar, ça va vous apprendre à faire de l'argent. How to get fucking rich and fast. Donc, pour devenir fucking rich, il vous faut des ventes. Et pour faire des ventes, bah, il y a trois trucs à faire, enfin, il y a deux trucs à faire avant. Créer une offre, faire connaître votre offre, du marketing, et ensuite il faut close, il faut faire des ventes. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur une toute petite partie de ce gros canal. On va parler de marketing. Et donc, dans le livre 100 Million Dollars Leads de Alex Hormozy, il dit qu'il y a quatre manières d'accéder à des nouveaux leads. Il y a le warm outreach, le cold outreach, create content, pay ads. Je pense que c'est assez clair, mais je vais un petit peu détailler. Bon, c'est écrit, hein. Il y a les gens qui vous connaissent déjà, les gens qui ne vous connaissent pas, et vous pouvez leur parler en 1v1 ou en 1 vs many. Les trois, enfin, sauf excepté le warm outreach, c'est hyper scalable. Donc, vous pouvez agrandir vos canaux à différentes échelles. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le cold outreach. Donc, le cold outreach, il y a quatre façons de faire du cold outreach. Soit du cold emailing, donc envoyer des mails en masse, soit du cold calling, appeler des gens en masse, toujours qui ne vous connaissent pas, le cold messaging, par téléphone, par WhatsApp, si vous avez le numéro de téléphone évidemment, et à travers les réseaux sociaux, vous envoyez une petite demande LinkedIn, Facebook ou sur Instagram. Et donc on va encore se concentrer, et nous on va parler de code emailing. Donc pour faire du cold emailing, il vous faut des leads qualifiés. Qu'est-ce que c'est qu'un lead? C'est simplement une personne dont vous avez le contact, qui ne nous connaît pas, mais dont vous avez le contact. Et il vous faut des adresses mail pour pouvoir envoyer des mails, tout simplement. Alors on va commencer par les adresses mail. Pour les adresses mail, euh, concrètement, il vous faut acheter des noms de domaine. Pour ne pas saturer votre nom de domaine, il ne faut pas dépasser plus de 3 mails, 3 adresses mail par domaine, et vous ne pouvez pas dépasser une puissance d'envoi de plus de 25 mails par jour. En réalité, c'est 50 mails par jour, sauf que, on va y venir juste après, vous avez besoin aussi de 25 mails de préchauffage en continu. Donc vous envoyez 50 mails, 25 qui vous servent à garder la délivrabilité, je vais en parler dans un instant. La délivrabilité, c'est la capacité en fait de délivrer des messages, de tomber dans les boîtes principales et de ne pas tomber dans les spams. Et donc 25 mails qui vont vous servir à 25 mails de préchauffage pour garder cette délivrabilité. Donc au total, par nom de domaine, vous avez 75 emails par jour. Donc concrètement, si vous avez besoin, imaginons que si vous avez un taux de conversion de 5% de réponses et que vous voulez 50 réponses par jour, ben, il va vous falloir envoyer 1000 mails. Donc 1000 mails divisé par 75, je n'ai pas le calcul en tête, mais ça doit donner quelque chose comme 13, 14, 15 noms de domaine. Donc pour avoir des noms de domaine, bah, il faut par le temps les payer, mais en fait vous avez des noms de domaine qui sont gratuits sur amen.fr. Alors je vous montre rapidement parce que je l'ai fait. Amen.fr, c'est un provider de nom de domaine, il y en a plein d'autres, sauf que celui-là, il est particulièrement bien étant donné que il vous offre plein de noms de domaine gratos. Donc moi, par exemple, j'en ai euh, pas mal. J'ai stayfluence.eu, stayfluence.fr, stayfluence.fun, stayfluence.info, .online, .store, .website. Donc ensuite, il faut setup un peu vos adresses mail. Bon, pour le setup, en fait, il y a quatre prérequis. Donc les MX Record, SPF Record, DKIM Record et DMARC Record. Ces quatre petits trucs, c'est pas grand chose. C'est des réglages à faire dans vos réglages DNS. Donc en fait, quand vous êtes sur amen.fr, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous pouvez, pour un nom de domaine, aller régler les DNS. Et en fait, ce sont des façons de reconnaître votre email sur la toile, tout simplement. Donc là, on va aller dans configuration de DNS.
Alors, j'ai plus exactement le détail, mais là c'est écrit, hein. Les MX Record, bah, tout simplement, c'est pour rediriger les messages vers vous. Donc, si vous l'avez pas, vous pouvez juste pas recevoir d'email, pardon. Les SPF, c'est une liste de noms de domaine autorisés à envoyer des mails. DKIM, c'est une signature pour prévenir de l'usurpation. Et les démarques, c'est pour authentifier l'adresse email et pour dire que vous êtes légitime. C'est ce qui va donner un peu votre score à votre email. Donc, les réglages se font dans la gestion avancée ici. Donc, c'est tout le temps différent en fonction des sites web. Et donc, c'est ici qu'on va régler, par exemple, le SPF. Vous voyez, c'est ici. C'est un code qui se génère en fait sur des générateurs en ligne. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas de SPF, mais vous pouvez taper DKIM générateur et vous allez tomber sur tout plein de sites qui vous permettent de créer une clé à partir de votre nom. Donc là, on pourrait faire stayfluence.com et créer un sélecteur, par exemple, on peut l'appeler Google. Donc ça vous crée une clé qu'il faut récupérer et copier dans vos réglages DNS. Je ne vais pas en parler plus. On va passer à la suite. Ok, donc maintenant il faut préchauffer vos emails. Parce que quand vous arrivez, concrètement, vos emails, ils n'ont pas envoyé un seul email. Donc ils ont une très très mauvaise réputation en délivrabilité. Si vous commencez le premier jour à envoyer 100 mails, vous êtes sûr et certain de vous faire shutdown par les, on appelle ISP, c'est Internet Service Provider. En gros, toutes les box vont capter que vous avez envoyé plein de mails et que vous ne l'avez jamais fait avant depuis cette boîte mail. Donc ils vont dire, ok, ça c'est de l'emailing. Et concrètement, les ISP détestent l'emailing et vont faire en sorte de vous détruire si elles captent que vous en faites, tout simplement. Il y a trois paramètres dans le score de la délivrabilité. Le premier, ça va être l'IP que vous utilisez. Est-ce que votre l'IP, c'est pas l'IP de votre ordinateur, c'est l'IP de votre box. Est-ce que votre box est connue pour envoyer des tonnes d'emails? Concrètement, chez moi, à un moment, j'ai envoyé plein d'emails depuis une adresse mail. Je pense que j'ai réduit la réputation de ma box. Parce que tout simplement, il y avait énormément d'emails qui étaient envoyés et qui n'avaient pas un bon score. Donc ça a détruit la réputation de ma box. Deuxième, c'est la réputation du nom de domaine. Concrètement, si vous avez un nom de domaine qui a été connu pour envoyer des centaines de mails auparavant, pareil, sa réputation est mauvaise. Et dernièrement, c'est le contenu de l'email. Est-ce que votre mail contient du HTML? Est-ce que votre email contient des mots-clés qui sont connus pour faire de l'emailing? Par exemple, les mots gratuits, les mots offre, intéressé, tous ces mots-là sont un petit peu blacklistés. Et est-ce que vous avez des pièces jointes, des images? Parce que c'est typiquement le genre de choses que font les personnes qui font de l'emailing. Donc, pour arriver à un haut taux de délivrabilité, on va d'abord faire du préchauffage sur Instantly ou sur Snov. Il y en a plein d'autres qui existent évidemment. Moi, j'ai choisi Instantly. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est le préchauffage. Donc vous voyez que là, j'ai toutes les adresses mail que j'ai pu créer. Donc j'en ai créé 3 par nom de domaine. Hop. Par exemple, sur stayfluence.fr, vous verrez que j'ai hello@stayfluence.fr et contact@stayfluence.fr et victorcharpentier@stayfluence.fr. Donc j'en ai pas mal en préchauffage. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire le préchauffage? C'est envoyer un mail tous les jours supplémentaire dans une piscine d'autres emails. Donc il y a plein de gens qui utilisent ce service. Donc il y a énormément d'emails, il y a des milliers. Et en fait, on va s'envoyer des messages entre nous et on va répondre à une certaine proportion d'entre eux, qui est réglable, en l'occurrence qui est de 30%, qui conseille être à 30%. Et donc à la fin, je vais vous prendre un mail qui a un peu plus de date. En fait, vous allez pouvoir monter jusqu'à 50 mails par jour en préchauffage. Donc à 1 par jour supplémentaire, ça nous donne 50 jours. En réalité, vous pouvez seulement attendre jusqu'à 21 jours. Il est conseillé au minimum d'attendre 3 semaines. Et ensuite, quand vous allez atteindre du coup 21 emails du coup pour 3 semaines, vous allez pouvoir commencer à envoyer pour de vrai des emails dans des campagnes. On va y venir juste après. Donc là, vous voyez que par exemple, ce mail-là, en ce moment, je l'ai enfin envoyé 25 par jour en préchauffage, comme je vous le disais, en parallèle de ma campagne. Donc là, on est à 400 emails reçus et 220 envoyés. Et donc, vous voyez en rouge, des fois, on a des mails qui tombent dans les spams.
très simplement, je vais vous montrer un qui vient juste d'être réchauffé. Je crois que c'est celui-là. Celui-là, je l'ai commencé vendredi. Le premier qui a été envoyé, il est tombé dans les spams. Et donc, à ce moment-là, ce que fait automatiquement Instantly, c'est qu'il va récupérer le mail du spam pour le mettre dans la box principale afin d'augmenter les taux de délivrabilité, donc de manière factice, et puis ensuite, du coup, ça augmente de manière réelle. Donc voilà. Quand vous avez des mails qui sont excellents, c'est-à-dire qui dépassent 98% de délivrabilité, vous pouvez en commencer à envoyer des mails. Concrètement, à partir du moment où ça va en dessous de 95, ce qui est le mieux à faire, c'est d'arrêter d'envoyer des mails et de continuer le préchauffage, d'augmenter le taux de préchauffage. Vous êtes à 25-25, vous pouvez passer à 30 mails de préchauffage par jour et 20 mails d'envoi. Et il faut toujours que vous soyez idéalement au-dessus des 98%. Je vais revenir sur le diapo. Donc voilà pour le préchauffage. Le préchauffage aussi demande de traquer vos emails. Dans vos emails, il y a un petit point HTML. Donc en fait, la plupart des mails sont en HTML, ont un petit pixel qui va être téléchargé par un serveur quand le mail va être ouvert. Et donc ça, c'est traqué par un nom de domaine qui héberge ce pixel et qui va comptabiliser à quelle heure et combien de fois et qui récupère ce pixel. Ça vous permet de savoir qui exactement a ouvert votre mail, à quelle heure, et voilà, de calculer un peu par exemple, le taux d'ouverture. C'est comme ça qu'on calcule un taux d'ouverture. Donc, vous pouvez faire ça avec souvent les outils proposent un nom de domaine qui permet de faire ça, sauf que ce nom de domaine, il est utilisé par tout le monde. Donc c'est un peu comme une brosse à dents dont se servirait tout un groupe. Donc c'est dégueulasse. Les ISP ont repéré cette brosse à dents comme faisant ça. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est absolument un tracking domaine personnalisé. Donc pour ça, super simple, vous achetez un nom de domaine sur toujours amen.fr, bon, ils sont gratuits donc il ne faut même pas les acheter, et vous pouvez le configurer dans Instantly. Donc là par exemple, là je vous montre Habitat Essentiel parce que Pablo du coup est en train de préchauffer ses emails. Alors voilà, ici on a un custom tracking domain qui s'appelle habitaessentiel.site. Ça permet du coup d'augmenter encore la délivrabilité. Voilà pour le custom tracking domain. Maintenant, on a terminé en fait avec le setup des adresses email. Il faut juste attendre du coup ces 3 semaines, avoir installé le MX, le SPF, le DKIM des marques, son custom tracking domain et on est bon. Et ensuite, il vous faut des leads qualifiés. Pourquoi je dis vraiment qualifiés? C'est super important qu'ils soient qualifiés parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, vous avez un nombre de mails limité par jour. Donc, le but c'est de pas dépenser, enfin de pas envoyer des mails à des gens qui, on le sait à l'avance, auraient pu être évités, pour tout simplement garder des forfaits moins importants et ne pas dépenser trop d'argent. Donc, vous pouvez trouver des leads directement qui sont déjà référencés sur différents sites. Il y a HubSpot qui est très connu, Instantly aussi qui fonctionne pour ça, Market Leader, il y en a d'autres, il y en a clairement d'autres, mais ça a ses limites. Par exemple, pour mon cas personnel, j'ai pas réussi à trouver des leads vraiment qualifiés. Moi, je recherche des gîtes, je recherche des chambres d'hôtes, je recherche des villas, je recherche des châteaux, je recherche des hôtes pour mon entreprise et j'avais pas ce niveau de détail en fait. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler dans Instantly. Par exemple, on va aller chercher dans l'industrie, je sais pas s'il y a un truc pour le tourisme, leisure, travel and tourism. En fait, vous voyez qu'on va avoir déjà pas mal de grosses boîtes, et puis on va avoir beaucoup de mails comment dire? On va avoir beaucoup de mails par entreprise, alors que le but c'est pas forcément de joindre toute l'entreprise. Après, si on réduit à la France, aussi, il n'y a pas. C'est embêtant ça quand même. Ouais, c'est bon. Ok, vous voyez que ça descend quand même beaucoup aussi en résultat. 21 000 personnes, c'est déjà super. Mais là, quand je lis les posts, typiquement, je me dis, bon, c'est pas super intéressant. Moi, j'ai pas du tout envie de contacter Disneyland Paris pour l'instant. Et pourtant, WeHost, c'est aussi des grosses boîtes. Moi, ce que j'avais envie, c'est plutôt des gens qui soient à leur compte, voire qui aient 1, 2, 3 employés, mais pas des grosses boîtes. Donc, en fait, même si on commence, on peut encore réduire en réalité. Si on réduit
Je crois qu'on peut réduire la taille de l'entreprise. Ouais, employé 0,25. Voilà. Donc là, on tombe déjà 1000 à 1147 et en fait, là-dedans, il y a plein de gens qui ne sont pas qualifiés. Donc au final, ça va pas me donner énormément de leads qualifiés. Donc j'ai dû créer mon algorithme de scrapping. Et en fait, qu'est-ce qu'un algorithme de scrapping, hein? C'est juste un algorithme qui va récupérer des données. Donc il y a plusieurs sites euh, où on peut aller scraper des données. Il y a LinkedIn, Instagram, TikTok, Amazon, des moteurs de recherche comme Google, Bing, Le Bon Coin, enfin il y en a plein d'autres, hein. Franchement, ça dépend juste de votre activité. Si vous vendez un produit physique, peut-être que c'est intéressant d'aller scraper, pas des clients, mais par exemple des partenaires qui pourraient revendre. Donc vous allez scraper tous les revendeurs sur Amazon par exemple. Ça peut être ça. Moi en l'occurrence, je voulais les chercher sur Instagram parce que je voulais des comptes qui avaient déjà un peu conscience de l'intérêt des réseaux sociaux. Donc pour scraper Instagram, ce qu'il vous faut, c'est des proxys, en fait de manière générale, hein. Pour scraper un site, il vous faut des proxys. Pourquoi? Parce qu'en fait, la data, c'est connu pour être une denrée importante, qui se valorise, et donc tous les sites vont faire en sorte que vous ne puissiez pas les scraper. Si vous commencez à faire des requêtes sur un site web de manière automatique avec une seule IP, comme je vous disais tout à l'heure, l'IP de ma box, vous allez vous faire bloquer, voire ban complètement, définitivement du site. Moi, j'ai fait ça au bout de 50, 100 recherches sur des comptes publics, hein, c'est-à-dire que évidemment, je ne mettais pas mon compte Instagram personnel en jeu, c'est-à-dire que j'allais voir que des comptes publics sans être connecté, malgré que c'était que du public. Au bout de seulement 50 ou 100 visites de profil, j'avais des avertissements. Donc il faut passer par des proxys. Des proxys, c'est simplement des box qui sont répartis partout sur le territoire, en l'occurrence français, et qui vont permettre du coup de faire tourner l'IP dans cette grande banque d'IP et d'être finalement intraçable. Donc vous pouvez envoyer des milliers de requêtes à la seconde sans aucun problème. C'est ce que je fais en ce moment. Mais évidemment, en contrepartie, il faut payer parce que ces services ne sont pas gratuits. Alors j'ai fait un peu un benchmark de tous les proxys qui existaient et franchement de très loin, le meilleur que j'ai pu trouver, c'est Smart Proxy. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En fait, ils ont une API. Donc, une API, c'est un service qui permet de récupérer des données à partir de certains paramètres. Donc, ils ont une API fait pour les réseaux sociaux et en particulier pour Instagram. Pablo, tu peux me redonner le nom de ton compte, s'il te plaît? Habitat essentiel. Si c'était aussi simple, parfait. Je suis arraché. Non, c'est bon. Donc, je vais montrer à quoi ça ressemble. C'est un compte public, hein, évidemment. Ouais. Ah ben, je crois que c'est terminé. Donc, j'ai une erreur. C'est con, hein. C'est l'effet démo, ça marche jamais. Vous pouvez me filer un autre compte public que vous connaissez? Comme Mickaël l'a écrit, il y avait 3 S quand tu l'as écrit. Du coup, c'est pour ça, peut-être tu devrais essayer. Ok. J'ai vérifié, c'est vraiment ça l'URL. Ouais. Exactement, bien joué. Donc, ça nous rend un fichier JSON. Et ce fichier JSON, il ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est un très long fichier JSON, hein, qui fait 2300 lignes. Et à l'intérieur, on récupère du coup la biographie, on récupère le nombre de followers, le nombre de follow, les liens externes. Tiens, là, en l'occurrence, on a habitatessentiel.fr. Et donc ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que, en fait, on peut scraper Instagram et ensuite, on peut récupérer des mails à partir soit des descriptions, des fois c'est le cas. Par exemple, les influenceurs, ils sont 1 sur 2 peut-être à proposer leur mail en public. Mais sinon, pour Habitat Essentiel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va copier, hop, le site de Pablo et on va retourner sur notre diapo. Donc Smart Proxy, il me permet de visiter des profils, mais il me permet aussi de visiter des requêtes de hashtag et de récupérer tous les posts. Il me permet de visiter un post et de récupérer le nom de l'utilisateur. Il permet pas mal de choses. Et
bah, après, il faut construire quand même son algorithme de scrapping personnalisé. Donc ça, ça demande quand même des compétences en code et ça demande de farfouiller, ça demande d'essayer. Et moi, j'ai trouvé 3 méthodes qui fonctionnent bien pour l'instant pour faire du scrapping. En fait, il se trouve que le JSON que je viens de vous montrer, parfois, ça dépend si la personne est un petit peu développée sur Instagram, il y a une liste de related profiles. Donc ça, ce sont des gens, je ne sais même pas exactement ce que c'est, ce sont des gens qui ont des liens avec ce compte, ça c'est évident. Et donc ce que je fais, c'est que je liste toutes les personnes que j'ai déjà visitées. Je peux commencer avec une, hein, tout simplement. Je regarde les related profiles et je comptabilise, je crée un compteur en fait. Voilà, je vais vous montrer ça. Je crée un compteur de contacts qualifiés. C'est-à-dire que dans la liste des related profiles, je regarde combien de personnes ont été qualifiées. Donc c'est-à-dire que je qualifie un compte comme étant intéressant ou pas. Moi, je qualifie un compte d'intéressant quand il contient le mot villa, quand il contient le mot maison, quand il contient le mot location, quand il contient énormément de mots. Et je disqualifie aussi, parce qu'en essayant d'éviter par exemple les comptes de conciergerie, les comptes de vente immobilière. Et ensuite, donc ça me permet d'avoir vraiment une fonction de labellisation assez précise. Et ensuite, ça me permet du coup de créer ce scoreboard un peu avec le nombre de personnes qualifiées connues par rapport à un certain username. Donc ça, en fait, un username, c'est un point d'entrée, vous l'avez compris. Je donne un username à mon API et je récupère des données. Donc là, j'en ai énormément. C'est-à-dire que j'ai visité peut-être 20 000 profils. Mais là, vous voyez que j'ai... tout ça, ce sont les usernames qui ont pu être trouvés dans les Related Profiles. J'en ai 153 000. Donc ça commence à faire pas mal. Et en fait, si je fais un filtre sur les gens que j'ai pas encore visités, vous voyez que j'en ai 153 000. Oula, attends pour moi, pourquoi il y en a 5 000? Ah oui, parce que j'ai dû mettre un filtre sur le compteur. Hop là. Donc j'en ai 127 000, pardon, sur 153 000 que j'ai pas encore visité. Et donc en fait, si je tape des mots-clés qui m'intéressent, par exemple villa, en fait, je me rends compte qu'il y a plein d'usernames qui contiennent le mot villa. Alors ça, j'ai découvert ça assez récemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un algorithme qui va visiter en priorité tous les usernames qui contiennent déjà des mots-clés. Alors évidemment, c'est une petite proportion, hein. Là, enfin, je veux dire, on va peut-être arriver à 1000 sur 127 000. Il y a un compte sur 127, alors là, en l'occurrence, c'est moins que ça. Il y a un compte sur 300 à peu près, qui est un compte de villa. J'en suis quasiment sûr, puisqu'il y a le mot villa dans le username. Donc ça me permet d'aller visiter des profils en priorité, parce que pour rappel, 1000 requêtes avec l'API coûtent 2 euros. Donc le but, c'est de limiter et d'être assez précis, de pas visiter les 40 millions de comptes Instagram français. Donc ça, c'était la technique des keywords. Related Profiles, c'est tout simplement de faire un scoreboard et de visiter en priorité les gens qui ont un haut score, qui ont déjà en connaissance des comptes qui sont qualifiés. Et en fait, je pars du principe que les gens qualifiés suivent des gens qualifiés et se font suivre par des gens qualifiés. Donc il y a ce lien qui permet d'être précis. Et finalement, les hashtags. Alors les hashtags, tout simplement, c'est un algorithme qui va faire une requête sur un hashtag, récupérer tous les posts, visiter tous les posts si on ne les a pas déjà visités, récupérer le username et visiter cet username. Et en fait, il y a des hashtags qui sont très intéressants. Par exemple, le hashtag JIT me donne beaucoup de réponses, me donne beaucoup de comptes qualifiés en proportion. Peut-être 75% des comptes, des posts avec le hashtag JIT sont des comptes qui m'intéressent. 25% ne le sont pas. Et en fait, ensuite, on peut faire de l'analyse fréquentielle des hashtags. C'est-à-dire qu'on regarde sur les gens qualifiés, on regarde tous les posts et on regarde combien de fois certains hashtags sont apparus. Donc ça donne un compteur et ensuite on voit le hashtag le plus utilisé. Mais ça permet juste de voir une fréquence d'utilisation, ça ne permet pas de quantifier la précision de ces hashtags. Parce que par exemple, je prends l'exemple du hashtag Noël. Le hashtag Noël est utilisé par beaucoup de mes cibles, mais en précision, il est éclaté. Parce que tout le monde utilise le mot Noël en hashtag. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des hashtags qui sont certes utilisés par mes cibles, mais qui sont utilisés que par mes cibles en proportion. Et donc j'en ai trouvé quelques-uns. J'ai pas ouvert le fichier, mais c'est pas très long normalement d'aller chercher. Voilà, c'est celui-là.
Donc là, j'ai une liste de hashtags et avec la proportion de précision. Typiquement, pour le chambre d'hôte, j'ai 87% des comptes qui utilisent chambre d'hôte comme hashtag qui sont qualifiés. Donc c'est très peu d'erreurs. C'est 13% de comptes que je visite qui ne sont pas qualifiés, mais c'est très très peu. Jusqu'à 25%, c'est super intéressant. Fila événement, c'est un peu faussé, parce qu'en fait, c'est un hashtag qui n'est utilisé que 3 fois dans tout Instagram. Donc les 3 personnes qui ont utilisé ça étaient certes qualifiées, mais en fait, j'en trouverai pas plus. Voilà pour les algorithmes de scrapping. Donc une fois que j'ai les profils intéressants, bah en fait, j'ai toujours pas leur mail parce qu'ils le mettent pas forcément en public. Par contre, bien souvent, ils ont un site web. Et sur le site web, bah, il y a souvent des adresses mail. Alors, le but, c'est pas de le faire ça à la main parce que ça serait un peu fastidieux. Mais du coup, j'ai créé aussi un algorithme qui me permet de récupérer un email. Alors, je sais pas si je pourrais l'utiliser facilement. Laissez-moi regarder. Ouais, si, hop. Ouais, désolé, c'est un petit peu long. Je sais pas quoi dire pour meubler. Je vais revenir dessus. Non, après, c'est important. Donc, faut juste attendre un petit peu. OpenAI dans l'algo, là. Non, pas dans celui-là. J'ai utilisé OpenAI euh, parce qu'en fait, à un moment. Bah, en fait, oui, non, j'utilise pour un truc super important. C'est que. C'est marrant que tu parles de ça parce que du coup, je ne comptais pas en parler, mais je vais en parler. Euh, J'y viens, du coup. Je répondrai à ta question juste après. Donc, en fait, j'ai un algo qui me permet de prendre une URL en entrée. Alors, on va voir si ton SEO est bon. Ouais, il est pas mal. Il est pas encore premier. On vise la première place. Il faut. Voilà, donc j'ai trouvé l'adresse email contact@habitatessentiel.fr et j'ai trouvé le numéro aussi 06 99 84 57 17. C'est bien ton numéro? Bien joué. Bien joué. C'est ça, ok, super. Donc en fait, je fais ça pour absolument tous les comptes Instagram que je peux trouver. Et si vous voulez, aujourd'hui, j'ai totalisé peut-être 2000 ou 3000, je sais plus, 2 ou 3000 comptes qualifiés et 1100 emails trouvés sur des sites web. Donc, bah, c'est comme ça que je trouve mes emails. Et une fois qu'on a les emails, bah, c'est parti. On a nos adresses mail, on a nos leads, on a nos leads qualifiés. Et bah, on peut commencer des campagnes. Alors, les campagnes, j'ai à peine commencé, ça fait 5 jours. Je ne vais pas pouvoir être expert sur le sujet. Je me considère déjà plus expert sur le setup d'une adresse email. Mais il y a plusieurs choses qui sont importantes. Et la chose la plus importante, sûr et certain, c'est le copywriting. Copywriting, c'est juste les formules, les mots que vous allez utiliser. Comment faire en sorte d'avoir des gens qui ouvrent votre email, qui restent dessus et qui surtout répondent. Et répondent positivement. Et ça, franchement, c'est super dur. Et il n'y a pas d'autre façon de réussir que de tester, retester et retester. C'est-à-dire que ça peut prendre, dans la littérature, dans tous les experts que j'ai écoutés, tous parlent de à minima, utiliser 10 copywriting afin de trouver un qui fonctionne un petit peu et que vous pouvez scaler. Moi, j'ai commencé, je vais vous montrer un petit peu. J'ai commencé avec un modèle d'ailleurs que j'ai supprimé, donc on va pas pouvoir vous le montrer. Mais je vais vous montrer celui que j'ai testé en tout premier. Voilà. Bonjour, le nom de la compagnie. C'est Victor de Safefluence. J'ai une opportunité excitante pour vous. Je sais à quel point la promotion de votre espace peut être un vrai casse-tête, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons développé une application qui connecte les hôtes, comme vous, avec des influenceurs. En échange d'un court séjour, hop, j'arrête là. J'ai perdu l'attention. J'ai perdu l'attention de mon prospect parce que l'attention de mon prospect, c'est genre 8 secondes. En fait, il faut se dire que le prospect, pour la majorité des gens, c'est des business owners qui vont lire mes mails. Et lire les mails, c'est vraiment une corvée. Vous voyez, ils prennent 15 minutes tous les jours pour lire leurs mails potentiellement. Et en fait, il y a les mails qui sont pas importants, je les dégage. Tout ce qui peut ressembler à de l'emailing,
ça dégage. Et tout ce qui va ressembler à des réservations, à des factures de services auxquels ils ont souscrit, ça, ils vont garder. Mais c'est vraiment, c'est une labellisation, oui, non, tu vois. Est-ce que je vais le lire, est-ce que je vais pas le lire? Donc déjà, il faut que l'objet soit vraiment important à leurs yeux, pour qu'ils osent déjà, pour qu'ils acceptent de l'ouvrir. Et ensuite, il faut être super concis. Avec ce copywriting, j'ai eu 2% de réponses, ce qui est pas dégueu, concrètement. Pour vous donner une idée, des taux de réponse, c'est souvent entre 1 et 5%. Si vous obtenez 5% de taux de réponse, c'est déjà super. Mais 2%, voilà, il y a une marge de manœuvre. Donc pour le sujet, par contre, j'ai été assez putaclic et ça a très bien marché. C'est-à-dire mettre le nom du domaine, X Stayfluence. Les gens savent que je m'adresse à eux, c'est de la personnalisation, hein, tout simplement. Ça fonctionnait bien. Par contre, en taux de réponse, j'avais pas du tout suffisamment. Et tout simplement parce que je pense que les gens n'allaient pas jusqu'au bout du mail. C'était trop long. Et donc le deuxième mail que j'ai utilisé, c'est celui-là. J'ai vu votre compte Instagram, bravo pour les X followers. Avez-vous déjà pensé à faire venir des influenceurs pour créer du contenu et attirer plus de clients? On peut vous organiser cela gratuitement. Dites-moi si vous souhaitez en savoir plus. Alors plusieurs choses dont j'ai envie de parler. Ici, tout à l'heure, ce que j'ai fait ici, c'est très bien. C'est une façon de faire, c'est en fait utiliser les pain points de votre prospect. Il faut que vous arriviez à faire des campagnes ultra personnalisées. Là, j'ai pas encore, par exemple, segmenté mes clients, mais je vous ai dit, j'ai les villas, j'ai les châteaux, j'ai les gîtes, j'ai les chambres d'hôtes. Ils n'ont pas exactement les mêmes pain points. Il faut que je trouve quel est le problème qui résonne le plus, en fait, tout simplement. Il faut que vous raisonniez. Si vous personnalisez assez, vous allez raisonner énormément. Vous dites, vous êtes un gîte dans le Gers qui est ouvert depuis 3 ans, qui est sur le développement durable et qui galère à débuter sur Instagram, qui débute sur Instagram. Là, vous avez 5 points. La personne, elle se dit, OK, ce mail est pour moi. Si vous arrivez à personnaliser à ce point, vous pouvez atteindre des taux de réponse, mais en fait de bâtard. Genre peut-être 80% de taux de réponse sur les gens qui ouvrent. Parce que vous êtes ultra personnalisé. Et donc là, c'était une façon de raisonner avec le client, de dire, si tu galères avec Instagram, alors tu vas continuer à lire ce mail. De toute façon, le but du copywriting, c'est de faire en sorte qu'à chaque fin de ligne, le prospect, il a envie de lire la suivante. Et donc ici, ce que j'ai juste fait, c'est que j'ai un peu personnalisé en mentionnant exactement le nombre de followers. Donc ça prétend que je viens juste spontanément d'envoyer ce mail après avoir vu leur Instagram. Ce qui est complètement faux, évidemment, c'est automatique. Enfin, je veux dire, je les scale, mais eux, c'est ce qu'ils vont penser. Je pense que je vais être encore un petit peu plus fourbe avec ça, et que je vais rajouter une signature où je vais mettre envoyé depuis mon iPhone, comme si j'avais fait ça depuis mon téléphone rapidement. Et ce mail-là, il a des bien... Alors, pas encore, je peux pas encore trop dire 5%, mais je vais vous montrer. Donc là, c'est de l'A/B testing. Donc par exemple, j'ai eu sur 87 ouvertures, 9 personnes qui m'ont répondu. Alors qu'avant, j'étais à 172. Sur 172, j'en avais 11 qui m'avaient répondu. Donc on voit que le ratio est bien plus important sur le B. En l'occurrence, j'ai un moins bon taux d'ouverture encore parce que déjà je l'ai envoyé qu'hier et qu'on était le week-end. Je pense que les gens ouvriront une partie des mails le lundi. Et aussi parce que malheureusement j'ai fait une petite bêtise, c'est que pour la moitié d'entre eux, il n'y avait pas le nom de la compagnie dans l'objet, j'ai fait une erreur. Donc voilà pour le copywriting, je vais juste dire ça. Concrètement, le copywriting, je pourrais faire un truc à part entière, un webinaire à part entière parce que c'est super complexe. Je regarde des vidéos en ce moment, il y a plein d'approches, il y a plein d'angles d'attaque, c'est très riche et en fait il faut tester pour trouver les copywriting qui fonctionnent. Moi je vais en tester au moins 10 pour gratter le pourcent en fait qui change tout. Parce que 1% sur 1000 mails c'est 10 clients donc c'est beaucoup d'argent. Donc comment faire son copywriting? Personnalisation, votre offre et un appel à l'action. Tout ça le plus court possible. Concrètement, écrivez un mail que vous pensez bien. Ensuite, dites-vous, OK, il faut que je le change parce que je l'ai écrit pour moi. Genre, typiquement, ne présentez pas votre entreprise, on s'en bat les couilles. Genre, ce que veulent lire les gens, c'est ce que vous allez leur apporter, c'est tout. Concentrez-vous sur eux, sur qui ils sont et sur ce qu'ils veulent. Ça, c'est super important. Et un appel à l'action, mais genre très clair. Genre, typiquement aussi, un Santly, tout le monde conseille de ne pas mettre de lien dans le premier mail
parce que déjà ça baisse la délivrabilité, mais aussi parce que vous en demandez trop directement. Typiquement, je sais que peut-être vous aimeriez avoir des rendez-vous sur Calendly, que les gens s'inscrivent, mais ce qu'il faut faire pour avoir des meilleurs taux de conversion en booking, c'est leur dire quand est-ce que vous êtes disponible. Ils vous répondent par mail et à vous de rentrer ça dans Calendly. Ça marche mieux que de demander directement aux gens. Donc, ensuite, il y a les séquences. Au début, je me disais, oh, putain, j'entendais des gens qui me disaient qu'il fallait envoyer genre 3 mails ou 4 mails d'affilée, vous voyez, à une seule personne. Bon, je me mets à la place de la personne, j'ai pas envie de recevoir 4 mails de la même entreprise. Si j'ai pas répondu au premier, au deuxième, au troisième, j'ai pas du tout envie d'en recevoir un quatrième. Et Instantly propose d'en envoyer 5 par personne au maximum. Et en fait, j'ai complètement changé d'avis hier, parce que j'ai écouté un gars qui disait qu'il avait l'extrême majorité de ses bookings, de ses réservations de rendez-vous, qui tombaient le quatrième, cinquième et sixième mail. Donc, alors, il y a différents mails du coup à envoyer dans une séquence. Le premier, vous présentez un petit peu votre offre et un appel à l'action, mais très rapide. Un deuxième, c'est juste un quick bump où vous demandez, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait, vous demandez est-ce que juste vous avez lu mon mail. Mais concrètement, essayez d'être marrant. Vous pouvez typiquement envoyer un GIF, je sais pas si on dit un GIF ou un GIF, avec un petit pingouin ou un petit, je sais pas moi, une souris ou un chat qui fait coucou, vous voyez, quelque chose de marrant. Limite une blague, sans envoyer d'image. Et juste vous demandez, moi dans ma séquence, le deuxième mail, c'est un rapide check-up pour vérifier que vous avez pu voir mon mail. Intéressé, une réponse rapide et le tour est joué. Il faut attendre 2 à 3 jours avant d'envoyer ce mail. Et ensuite, vous envoyez un troisième mail où cette fois-ci vous donnez de la valeur. Donc ça peut être un Loom. Un Loom, c'est une petite vidéo rapide pour expliquer votre concept. Ou ça peut être un guide. Ça peut être un PDF. Enfin voilà, un guide ou un PDF, ça peut se ressembler. Ça peut être l'envoyer sur une vidéo YouTube, l'envoyer sur votre compte Insta. Enfin, même pas parce que compte Insta c'est trop général. Il faut lui donner de la valeur, lui donner peut-être une statistique, lui apprendre quelque chose. Et ensuite, quatrième mail, vous pouvez juste dire ok, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment, mais juste c'est un deuxième check-up pour être sûr que la personne a lu parce qu'en fait, potentiellement ça l'intéresse, mais il n'a pas pris le temps de lire votre mail et du coup c'est descendu, et il n'a pas pensé à y retourner pour ouvrir. Et en fait, j'ai eu quelques réponses, regardez, sur les personnes qui j'ai envoyé en deuxième, qui m'ont finalement répondu. Donc j'en ai eu 5. C'est vraiment là, on va dire sur les premiers mails, parce que il y a que les 299 personnes là qui sont concernées par l'étape 2. Et j'ai eu, donc du coup, sur les 74 personnes qui ont ouvert, 5 personnes qui ont répondu. Donc c'est quand même pas mal, et ça m'a créé une opportunité en l'occurrence. Donc ça sert, et en fait, il faut aller encore plus loin que ça, il faut en créer un troisième et un quatrième. Voilà pour les séquences. The only one way to succeed, je l'ai dit tout à l'heure en fait, je suis parti un peu en intro avec, j'ai oublié que je l'avais mis là, c'est de tester. Genre vraiment, c'est le maître mot. Il y a la grosse différence entre ce que je vois, hein, je ne l'ai pas fait moi-même, là je vous dis ce que j'entends, entre les agences qui font des ventes et les agences qui performent, c'est à quel point elles ont testé de nouvelles méthodes. Concrètement, il y a des gens vraiment qui ont mis 3 semaines à atteindre des bons taux. Il y en a, ils ont mis 3 mois. Voilà. 3 mois, c'est énorme. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de mails que tu brûles, entre guillemets, parce qu'à chaque fois, il faut compter au moins 200 mails pour pouvoir faire un petit peu de statistiques. Tu brûles tes mails, mais c'est le seul moyen de trouver les mails, le copywriting, les séquences qui fonctionnent. Voilà. Je vais vous montrer un dernier truc sur les mails. Je me suis rendu compte très récemment, il y a un jour ou deux, que les adresses mail n'avaient pas du tout la même performance. Donc là, on voit tous les emails avec lesquels j'envoie des mails. Donc il y en a 50 par personne. Et on peut voir les nombres de mails qui étaient ouverts. Alors on voit qu'ils sont tous à 25, là, 25, 26, 24, 27. Et il y en a deux qui ressortent. C'est victorcharpentier@stephens.com et victorcharpentier@stephens.fr. C'est quand même eux qui ressortent le plus, alors que déjà il y a mon nom. Donc moi je trouve que c'est un paramètre à prendre en compte. Les noms, il y a celui-là qui est en bas quand même. Mais a priori, le nom pèse dans la balance. Donc vaudrait mieux utiliser du coup des noms génériques plutôt que contact, hello, utiliser les noms de vos associés. Et
un autre truc, c'est que quand même les noms de domaine, le nom de domaine stagefluence.com et .fr ont plus performé que les autres. Et c'est quand même flagrant parce que regardez, là j'ai quand même 1 à 2 réponses, alors que des fois il y a des réponses automatiques. Je me demande s'il faudrait que j'aille voir dans le détail, mais c'est pas juste des réponses automatiques. Alors que j'ai eu 6 réponses sur victorcharpentier@stagefluence.fr pour le même nombre de gens contactés. J'ai 25 personnes qui ont ouvert le mail contre 33 pour victorcharpentier@stagefluence.com. Et le taux de réponse, il est de 6 sur 33, il est excellent, c'est 18%. Donc j'attends de voir encore avec des plus hauts chiffres que ce que donnent les statistiques, mais concrètement, j'ai tendance à penser qu'il faut aller chercher des noms de domaine qui sont quand même qui paraissent très sérieux, quoi. Le problème, c'est qu'on est très vite limité. Comme je vous disais, on peut utiliser que 3 emails par nom de domaine. Donc en fait, je peux pas faire plus que 75 mails envoyés avec ce taux de réponse. Avec stagefluence.com et stagefluence.fr. Donc même si c'est les deux qui marchent le plus, je peux en envoyer que 150. Et ce qu'il faut savoir, que c'est pas 150 que je peux envoyer par jour à de nouvelles personnes. Parce que comme j'ai les mails des séquences qui viennent par la suite, à plus de jours, imaginons que j'envoie 3 mails en moyenne sur une séquence de 4 parce que j'arrête d'envoyer des mails à ceux qui m'ont répondu. Imaginons que ça soit 3,5. Ça veut dire qu'en réalité, je ne peux pas envoyer 150 mails à des nouvelles par jour. C'est-à-dire que je peux envoyer 150 divisé par 3 mails et demi, nouveaux mails, enfin je peux contacter 150 divisé par 3,5, nouvelles personnes par jour. Donc en fait, je peux contacter que 40 nouvelles personnes avec ces 2 noms de domaine. Donc c'est très très peu. Très très peu. Même si vous le lancez tout le mois, c'est pas énorme. Voilà pour ce petit commentaire. Je crois que oui, bon, ce qu'il faut regarder le plus pour votre campagne pour mesurer son succès, c'est à quel point les gens ouvrent et à quel point les gens répondent, tout simplement. C'est tout. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de faire de l'emailing? Quelles sont les dépenses? Les noms de domaine, ça coûte quoi? Ça coûte pas grand-chose. On va dire que si vous les payez, si vous payez les noms de domaine qui valent le plus, des .com, des .fr, ça peut vous valoir 10 euros par an. Et ensuite, les adresses mail, alors là en l'occurrence, je ne les paye pas, j'en ai 3 gratuites par nom de domaine sur amen.fr. Mais sinon, par exemple, sur Google, ça vous coûte 7 euros par mois. Donc, c'est un vrai coût. Si vous en avez 30, voilà, ça vous coûte 200 balles par mois. Maintenant, est-ce que ça les vaut? Absolument. La dernière dépense, par contre, à prendre en compte, c'est aussi Instantly, les outils que vous allez utiliser pour faire de l'emailing. C'est impossible, ça vaut pas le coup tout simplement de le faire soi-même, d'envoyer les mails soi-même, parce que en fait, vous allez perdre du temps à essayer de centraliser les réponses, à essayer de voir quelles statistiques fonctionnent le mieux, enfin, justement de pouvoir faire des statistiques, alors que là, tout est centralisé. Je vous préconise Instantly, il est vraiment incroyable comme outil, mais il y en a d'autres. Et derrière, en fait, pour surtout des high-value tickets, même si vous convertissez 1% ou 2%, en fait, vous allez récupérer beaucoup de clients. Moi, concrètement, là, je récupère, on est en phase test, donc je propose aux gens une offre gratuite, hein, bien sûr, mais j'ai 2% de conversion, et vous pouvez vous attendre à ça. Vous avez 1000 mails à envoyer dans le mois, bon, ça vous fait 20 nouveaux clients. Est-ce que ça vaut les 37 $ de Instantly, plus peut-être c'est tout en fait, parce que Amen, je vous dis, au début, vous n'avez même pas besoin de payer. Enfin, les 10 euros, les 3 fois 10 euros à l'année, donc 3 euros par mois, ça vous fait peut-être au total 50 euros à tout casser par mois pour 20 nouveaux clients, bien sûr, créez-les-vous. Donc, quelle est mon offre? C'est un webinaire, il faut bien faire une offre à la fin. 20% de votre chiffre d'affaires, donc un ROI 400% garanti, et cette offre est disponible en édition limitée. Vous pouvez réserver un audit gratuit et c'est limité jusqu'à aujourd'hui, ce matin, 9h30. C'est tout pour moi. Les Invictos. Bien joué. Par contre, 9h30, c'est dans 6 minutes. Hein. Tu ne laisses vraiment pas beaucoup de temps. Ah non, c'est 9h30, c'était il y a 1 heure. Ah oui, merde, putain. Ah oui. Cette offre est déjà indisponible. Vous devez me courir après si vous la voulez. Ah, rien compris la vente. Voilà, bon, si vous avez des questions, c'est en 5 minutes. Ou alors on prolonge, mais
Pour augmenter la confiance sur la box, enfin sur l'IP, c'est juste le proxy du coup. Non, 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 le proxy, c'est pour faire du scrapping sur les différentes API de Google, sur Instagram, sur LinkedIn. Pour augmenter la délivrabilité, c'est juste ne pas tomber dans les spams. Concrètement, si demain tu envoies des emails de merde, ce qui est le cas, hein, enfin je veux dire, même si tes emails sont bons, ils vont être labellisés par tes destinataires des fois comme de l'emailing, donc ils vont partir dans les spams. Ce qu'il faut juste, c'est contrebalancer avec du préchauffage continuellement. C'est-à-dire que si ta réputation baisse trop, tu vois que ta délivrabilité descend en dessous de 95%, bah, tu compenses, tu vas mettre 30 mails en préchauffage par jour et 20 mails seulement en envoi à des vrais prospects. Ok, et on peut pas jouer sur l'IP, sur le fait que ma box est notée comme étant une box qui envoie beaucoup de mails. Alors en réalité, quand tu passes par Instantly, c'est pas ton IP à toi qui est utilisé. C'est les IP de. Je sais pas exactement comment ça envoie, mais à mon avis, c'est depuis la webmail. C'est eux qui prennent la webmail, qui sont connectés à ton compte mail. Et ils passent pas par ton ordinateur, par ta box pour les envoyer. Je sais pas d'où c'est envoyé, je t'avoue. Mais ça marche bien. Ok. Moi, j'ai des taux qui sont excellents. Et juste, le final, dans ton coût d'acquisition client, est-ce que c'est correct de dire que la majorité du coût, c'est pris par Instantly, par l'utilisation de l'outil, dans la mesure où ça coûte 40 balles par mois? Ça dépend combien tu en utilises. Enfin, en fait, pour 40 balles par mois, c'est 37 dollars par mois, donc c'est même pas 40 euros, c'est 35. Euh, T'as 1000 destinataires. 1000 destinataires, tu divises tu fais 37 dollars divisé par 1000. On est à 3,7 centimes, c'est ça? Ouais, c'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça, sachant que le coût de scrapping d'un email, ça dépend qui, hein, mais c'est environ 5 centimes l'email. Donc tu as 5 centimes l'email, tu as 3 centimes Instantly. Alors un truc que je dis, ah putain, j'ai oublié de vous parler de ça, j'ai oublié complètement de le mettre à l'intérieur. En gros, moi quand je scrape des emails, je tombe sur des emails qui sont mauvais, qui n'existent pas. Du coup, je me retrouve à envoyer des emails et à ce qu'ils soient ce qu'on appelle bounced. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'en fait, si vous dépassez 2% de taux de bounce, c'est-à-dire 2% des mails que vous envoyez en fait, qui ne sont pas valides, vous allez considérablement détruire votre délivrabilité. Donc, il faut absolument vérifier vos emails. Alors, je vais partager mon écran pour montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. T'as 3 minutes. Tranquille. Large. Sur cette campagne, je vais aller dans les leads et je vais vous montrer les bounced. Donc, en fait, je vérifie mes emails avec un service payant. Je crois que j'ai payé 17 dollars, non 10 dollars peut-être pour 5000 emails, donc c'est très peu. Donc ça coûte genre 1 centime, on va dire, même pas, je crois que c'était 0,5 centime la vérification d'un email. Mais c'est très important. Et même sur les gens qui ont été vérifiés, ils ont été bounced. Vous pouvez voir que tous ces trucs-là qui ont été bounced, et là j'ai un taux éclaté en bounce qui est à 3%. Normalement, ça devrait jamais dépasser 2%. Parce qu'en gros, il capte que vous envoyez des mails à des gens qui n'existent pas, tout simplement. Et je vais vous montrer par exemple tous ceux qui ont été. Alors, malheureusement, il n'y a pas le filtre. Mais en fait, il y en a qui sont vérifiés, qui sont. Il y en a qui sont vérifiés qu'ils sont quand même bounce. Ouais, il y en a certains qui sont vérifiés, qui sont quand même bounce. Mais il y en a pas mal aussi qui sont risky, que je contacte quand même. Mais il y en a d'autres aussi qui sont pas risky et qui sont invalides. Voilà, tu vois, celui-là, jeandupont.net.com, il est invalide et il ne sera pas contacté. Parce que voilà, c'est un email qui a été trouvé. Ah oui, c'est ça que je voulais aussi dire, JP, tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ta question. En gros, OpenAI, ce que j'ai fait, c'est que pour une liste de mails, je demande à OpenAI avec du contexte, c'est-à-dire je lui donne le nom du compte, je lui donne la description, je lui donne le site web, et je lui dis dans la liste de mails, lequel semble être le plus pertinent. Parce que je voulais pas faire ça manuellement, parce qu'il y en avait quand même des centaines, et parce que des fois, en fait, je tombe sur contact@habitatessentiel.com et jeandupont@gmail.com. Donc il faut que je trouve lequel est le bon, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de faire ça manuellement, et GPT-4 le fait très très bien. Voilà. Et du coup, ça coûte combien de faire ça? Une requête comme ça? Pas grand chose en vrai. GPT-4 il coûte vraiment
Pas grand-chose. Genre, tu sais, c'est 1000 tokens, genre 3 centimes. Donc, ça va, ça va. C'est OK. J'ai pas calculé, je t'avoue, mais je sais que c'est OK. J'espère que c'est OK. Voilà, c'est tout pour moi. Ça va se finir, là, je crois. Ouais, il reste 30 secondes. Bon, j'espère que vous avez Merci appris des choses. Silence. Bon, c'est pas le cas. Maintenant, si vous voulez faire des campagnes emailing, bah, vous savez quoi faire. Euh, Bah, vous me les filez et je prends 20%. D'accord. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que c'est intéressant quand tu vends des trucs pas chers, tu vois? Ça l'est moins, évidemment. Mais bon, ça dépend quoi. Même à 10 euros, si t'as un bon taux à 5%, ouais, ça reste toujours intéressant. Après, bien sûr, le mieux c'est de vendre des trucs qui valent, je pense, minimum. Non, mais pas de minimum, mais bon, ça va être plus intéressant si tu vends un truc à 100, 500 ou 1000 euros, bien sûr. Parce que là, si t'as un taux de conversion à 2%, bah, tu te fais 2000 balles avec 100 mails envoyés. Encore faut-il trouver les leads qualifiés. Moi, je trouve que c'est la partie la plus compliquée, évidemment. C'est de trouver les leads qualifiés. Ensuite, faire du setup, faire du copywriting et tout. C'est facile. Après, bon, le copywriting, c'est pas simple. Mais je trouve que c'est la partie la plus intéressante pour le coup. C'est de la psychologie, quoi. Tu fais en sorte que les gens comprennent ton message rapidement et aient envie d'essayer, quoi. Tu me tiendras, ça va finir. Tu me tiendras au courant de comment ça avance, toi, ta campagne, la semaine pro, une fois que le week-end sera passé. Yep. Bon, bah, ça va se terminer. Bisous, les beaux gosses. Un plaisir de vous avoir présenté ça. Un grand plaisir. Merci. Merci, Victor. Merci.